constaté de ressentiment des Catalans envers le peuple espagnol, malgré la dictature, malgré le fait que la langue catalane était interdite tout au long de la dictature. J'ai croisé même des gens dans le métro qui m'expliquaient qu'ils faisaient du théâtre militant catalan dans les années 60-70 et qu'il y avait des militants d'extrême droite qui les attendaient à la sortie des théâtres pour les tabasser parce qu'ils avaient fait un acte public en catalan. Donc imaginez, on n'a heureusement pas connu des choses aussi terribles que ça ici. Et ce qu'il faut surtout savoir par rapport à la dictature qui a été très longue, c'est que pendant 2 décennies en particulier, ça va vraiment changer beaucoup le cours de la politique catalane. Dans les années 50 et 60, Franco, qui veut noyer les Catalans, va décider d'avoir une politique d'immigration intérieure massive. Il va envoyer des centaines et des centaines de milliers d'Espagnols, d'hispanophones qui parlent espagnol, donc surtout du sud un peu plus pauvre, d'Andalousie. Ils vont les envoyer en Catalogne, particulièrement dans la grande banlieue de Barcelone. À l'époque, les Catalans forment à peu près 4 millions de personnes, et il y en envoie sur 20 ans 2 millions. Alors, vous imaginez le poids démographique que ça crée et le défi linguistique que ça crée aussi. Fort heureusement, à la transition démocratique, les Catalans tout de suite décident d'imposer l'école d'immersion publique subventionnée. Il y a toujours des écoles privées. Si vous voulez y aller, vous payez le fort prix. Vous pouvez avoir votre éducation uniquement en espagnol, mais c'est très cher. Donc, l'école publique, celle où est-ce que pas mal tout le monde va, est obligatoirement d'immersion catalane, ce qui fait en sorte que pas mal tout le monde en Catalogne est parfaitement bilingue, catalan-espagnol. En fait, d'ailleurs, pour votre petite histoire, ils ne disent pas espagnol, ils disent castillan. Sur l'espace catalan, qui a la proportionnelle depuis la transition démocratique, il y a plusieurs partis, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a 3 qui sont indépendantistes, Convergence, Gauche républicaine, Esquerra et la CUP. Ces 3 partis-là s'entendent. Ils s'entendent pour dire, à la prochaine élection, on va faire une feuille de route. Une feuille de route vers l'indépendance. C'est-à-dire que au début, il n'était pas question de faire d'alliance, il n'était pas nécessairement question de faire front commun, mais ils s'entendaient au moins pour dire, voici ce qu'on veut faire ensemble pour arriver à une Catalogne libre, à une république catalane. Et là-dedans, il y avait la question évidemment de faire une consultation, une constituante et à la fin, une espèce de référendum pour ratifier la nouvelle constitution qui serait en sorte une déclaration d'indépendance. La campagne est très courte. Comme telle, la campagne électorale dure 15 jours. Mais c'est pas grave parce que le travail terrain sur l'indépendance ne se passe pas là. Il n'y a pas de porte-à-porte, il n'y a pas de téléphone, il n'y a presque personne qui passe des tracts dans les parcs publics. Quand on est arrivé à Barcelone, il y avait ce qu'on appelle une mostra de vino, un atelier de vin, dirons-nous, un festival du vin. Il y avait 31 producteurs de vin catalans. Pas trop besoin de vous dire qu'on en a profité abondamment, mais tout ça pour vous dire qu'il y avait des centaines de personnes, puis c'était surtout des Catalans qui étaient là, c'était un peu à l'extérieur de la zone touristique, des centaines de Catalans qui venaient dans une espèce de party un peu culturel avec du vin. Moi, j'étais allé 3 soirs de suite, j'ai vu aucun politicien. Personne passait des tracts, personne avec des macaques. C'est quelque chose. On était en plein milieu d'une campagne électorale décisive, historique, mais c'est pas comme ça qu'ils faisaient campagne. Eux, ils faisaient campagne avec les posters, les affiches télévisées, les débats, le web et ce qu'ils appellent des grands meetings publics. Le fait qu'ils se rassemblent, qu'ils fassent coalition ensemble, a participé, à mon avis, à donner à faire en sorte que l'élection avait un caractère solennel, un caractère important. Il se passait quelque chose. C'était décisif. Et ça a participé, je pense, à faire en sorte d'hausser la taux de participation, qui a pris 10 points supérieurs. Il y avait eu 70% à peu près la dernière fois, il y en a eu 80. C'est pas banal, un saut de 10 points en termes de participation. C'est probablement à cause de cet effet-là solennel que les 2 partis ont réussi à créer en se joignant ensemble. Je pense qu'on peut beaucoup apprendre et de l'expérience catalane et de l'expérience de l'Écosse. Quant à moi, je reviens, je vous dirais, de la Catalogne avec 2 leçons, je pense, qui peuvent nous inspirer. Alors, la première, c'est l'idée que se donner un pays indépendant, c'est d'abord et avant tout, ça origine d'abord et avant tout de la volonté d'un peuple de prendre en main son propre avenir et de bâtir une société dans laquelle il veut vivre, OK? Et en clair, ce concept de souveraineté populaire, ça nous rappelle qu'une question comme l'indépendance nationale d'un peuple,
c'est pas une question qui est la propriété privée de quelque parti politique que ce soit, mais que ça appartient d'abord et avant tout aux citoyens. Et ce principe fondamental, ben, je pense que c'est ce qui a permis à la société civile catalane de prendre beaucoup d'espace au sein de la société et de jouer, comme l'annonçait Alex, un rôle tout à fait déterminant dans le processus conduisant à l'indépendance. La Catalogne, c'est vraiment une nation à part entière. Alors, ils ont une langue, ils ont une histoire propre, ils ont une culture, ils occupent un territoire qui est une des 17 régions de l'Espagne, OK? C'est une nation qui, pendant 700 ans, a eu son propre gouvernement et, suite à une conquête militaire, a perdu cette possibilité de se gouverner elle-même. Alors, ça, c'est une réalité. L'autre chose, évidemment, c'est une société développée au plan économique. Alexandre vous a parlé de la prospérité qu'il y a là-bas. Le contexte aussi des minorités qui sont importantes. Cette minorité hispanophone, oui, maintenant, elle est initiée au catalan, mais on a rencontré des groupes qui agissaient auprès de ces minorités-là pour faire campagne, c'est Soumaté, et ils nous racontaient que souvent les gens de première génération, eux, ne maîtrisaient pas le catalan. Et là, ils étaient absolument vulnérables parce que leurs seules écoutes, c'était la télévision espagnole. Et disons que des histoires de peur, là, on en a entendu de tous les genres. Alors, autant je peux dire que j'ai été impressionnée par ce que j'ai vu en Catalogne. La chose qui m'a le plus dégoûtée et le moins changé par rapport à ce que je connaissais, c'était précisément la campagne de peur. Alors, tout ce qu'on a pu voir au Québec, là, c'est les banques qui allaient déménager, les entreprises qui allaient se délocaliser, les gens qui auraient pu accès à leur compte de banque, les pensions qui allaient s'arrêter. Bref, tout était là, c'était complet. Et dernier élément sur précisément ce contexte-là de comparaison entre le Québec et la Catalogne, peut-être rappeler que la Catalogne au sein de l'Espagne a beaucoup moins d'autonomie que n'en a encore le Québec. Et un des gros débats, c'est précisément la perception de leurs impôts. Et là, je ne pouvais pas faire autrement que me dire « Ah, mon Dieu! Quel encouragement à dire un nom tonitruant à notre premier ministre et puis à son coiteux de service qui sont prêts à brader cette conquête-là pour vraiment pas cher. » Les grands éléments de conjoncture sociopolitique qui ont fait en sorte que le débat et la montée de la ferveur indépendantiste s'est exprimée, je pense qu'Alexandre les a touchés en bonne partie. Il y a eu cette tentative d'amendement de la Constitution. Le tribunal, à la demande du parti de droite en Espagne, annule le tout après que les peuples se soient prononcés là-dessus. C'est pas rien. Ça choque tout le monde profondément. Après quoi, ils veulent organiser un référendum sur le droit de décider. La même Cour constitutionnelle leur dit non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Puis là, ils poussent l'odieux, précisément 2 jours après le vote, de vouloir traduire en justice le président sortant, Artur Mas. Alors, c'est clair que tout ça a joué. Évidemment, les effets de la crise économique, c'est très, très marquant. C'est sûr que ça a brassé l'Espagne, mais on en sent aussi des séquelles importantes, y compris en Catalogne. Il y a du chômage, il y a de plus grandes difficultés économiques, et ça fait ressurgir un débat parce que toute cette question-là de la volonté d'indépendance d'une région qui est plus riche, ça pourrait, puis c'était souvent la critique de l'Espagne, de dire ben, c'est un bris de solidarité par rapport à d'autres régions plus pauvres. Et là, les Catalans t'expliquent non, 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 ce n'est pas ça. On comprend qu'on a des gestes à faire en termes de solidarité, mais quelque part, il faut quand même qu'on nous accorde les moyens de notre propre développement. Et plusieurs nous ont fait, par exemple, la démonstration que quand il s'agissait de soutenir le développement économique, je sais pas moi, développer le port, développer les infrastructures routières, c'était éminemment difficile pour la Catalogne d'y trouver son compte. De la même façon, il y avait un phénomène important de sous-financement des services publics, qui sont aussi une réalité qu'on connaît ici au Québec.
Alors, c'est une organisation qui est implantée partout au pays, qui n'a pas commencé à Barcelone, qui a commencé dans de petites villes, à travers des échanges de citoyens qui voulaient signer une pétition. Et elle a donné lieu à plusieurs initiatives. Ils ont organisé des actions de mobilisation, par exemple, tout à fait impressionnantes, sur 1,6 million de personnes en chorégraphie qu'ils avaient pour symboliser le drapeau catalan dans les rues de Barcelone. C'est quelque chose de très, très, très impressionnant. Alors, c'est une organisation qui est très, très, très active. Elle regroupe des citoyens, des individus, elle les réunit sur une base régionale, elle tente aussi de les réunir sur des bases d'affinité. Alors, tu peux avoir des écologistes qui sont aussi indépendantistes, des profs, des médecins de l'ANC, bref, il y a toutes sortes de forums d'affinités pour permettre aux gens de parler. Ils ont décidé de faire cette élection-là et de lui donner un caractère plébiscitaire, OK? Et je pense que la présence de la liste, avec ces candidatures spectaculaires, notamment de la société civile, donnait de la crédibilité à ce processus-là. Mais outre cette question-là de l'alliance, moi j'insiste sur les débats qui ont eu lieu aussi avec la Coupe pour mettre de l'avant la feuille de route. Et la Coupe, effectivement, c'était sa thèse, puis je pense que les résultats démontrent qu'il y a un certain fondement à ça. Elle disait, il y a dans la population des gens qui n'accepteront jamais de voter pour une liste où actuellement ces candidats. Donc, on va quand même, comme indépendantiste, aller chercher ce vote-là. En même temps, la Coupe, faisant cela, se commettait en pleine crise économique pour faire comme de l'enjeu prioritaire de l'élection la réalisation de l'indépendance. Il y avait un effort de la part des partis indépendantistes pour bien faire saisir que l'enjeu central de l'élection, c'était la question de l'indépendance. Écoutez, dans les choses qui m'apparaissent évidentes et nécessaires de faire, on s'est quand même un peu plus développé au niveau des régions cette année, mais on ne couvre pas encore tout le territoire québécois. Je pense qu'il faut se trouver une personne qui va vraiment coordonner, animer les régions, leur donner beaucoup plus d'autonomie, les amener à poser des gestes, à être créatifs, un peu comme ce qu'on a pu voir en Catalogne. Alors ça, à très court terme, là, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Là où ils sont tout à fait impressionnants, et je pense que le degré d'écoute qu'ils ont développé par rapport aux partis politiques, elle repose sur la perception qu'ils ont pu dégager qu'ils étaient utiles dans le processus d'atteinte de l'indépendance.